La nature a toujours été ma vie depuis enfant. Je ne me sens bien que lorsque je suis dans la nature. Et en particulier dans la forêt, parce que c'est peut-être là où l'on est le plus au calme et peut-être là où on a l'impression que l'homme, à la fin du compte, est peu de choses quand on voit tout ce qui l'entoure et l'importance de ce qui l'entoure. Le monde végétal, c'est un monde vivant. C'est un monde vivant et c'est justement ce que peut-être le commun des mortels ne voit pas. Quand on traverse la forêt landaise, on me dit, bon, c'est monotone, de Bordeaux à Bayonne, on voit toujours la même chose. Et puis je suis désolé, on ne voit jamais la même chose. Tous les kilomètres, tous les 100 mètres, tous les 500 mètres, cela change. Celui qui traverse les Landes ne voit pas, c'est que cette forêt est découpée par une quantité très importante de ruisseaux et de ruisselets. Et tous ces ruisseaux et ruisselets sont accompagnés de forêts-galeries qui, elles, alors, ne sont pas des forêts résineuses, qui sont des forêts de feuillus et surtout à base de chênes et de chênes pédonculés. Ici, nous sommes à la Nasse, et c'est l'entrée du courant du Ché, du célèbre courant du Ché. C'est l'exutoire du lac à la mer. Il vide le trop-plein, le lac étant par lui-même la cuvette qui reçoit toute l'eau de la lande, toute l'eau des sources et des pluies, et le courant, lui, vide ce trop-plein à la mer. Donc les Landes, c'est pas simplement des pins et du sable? Ah non, à l'origine, les Landes étaient un immense marécage. Bon, ces marécages ont été gagnés par la dune dans les parties méridionales. Ces dunes, ces avancées de dunes qui ont donné les formations actuelles que nous avons, qui a formé les lacs, si l'on veut. Mais il reste encore des marais, des points d'eau un peu partout, bien que, malheureusement, on en ait détruit beaucoup. Les Landais, si vous voyez le nez vers le bas, regardant la pointe de ses pieds, c'est un chercheur de champignons. En revanche, quand vous les voyez à l'automne, le nez en l'air, guettant toujours vers le haut, toujours la tête vers haut, c'est un chasseur. Il guette le passage des palombes ou des alouettes. Ça, c'est les Landes. Cette forêt vivante est peuplée de vie aussi. Elle est peuplée de vie, oui, elle est peuplée d'une vie animale qui se développe à côté, évidemment, de cette vie, de cette intense vie végétale. Et pour nous chasseurs, évidemment, il y a toutes les espèces qui nous intéressent au premier chef. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que nous nous intéressons aux espèces chassables, c'est sûr, mais que nous nous intéressons à toutes les autres espèces, parce qu'on ne peut pas envisager de travailler sur une espèce si on ne travaille pas dans la biocénose, c'est-à-dire dans l'espace dans lequel elle vit avec toutes les autres espèces, tous ces commensaux ou toutes ces commensales, je n'en sais rien, les plantes d'un côté, les animaux de l'autre. Et il est bien certain qu'on ne peut pas extraire un individu de son milieu, ça n'existe pas. Donc nous devons nous intéresser obligatoirement aux espèces animales, à l'ensemble des espèces animales, mais également à l'ensemble aussi des espèces végétales, étant donné que les unes nourrissent les autres, ne serait-ce que ça. Nous allons faire ce soir le comptage des cervidés sur le territoire de l'association communale de chasse agréée d'Arx, et nous allons le faire comme nous l'avons fait les 3 années précédentes, en utilisant bien entendu les mêmes itinéraires. Vous noterez également les autres animaux que vous rencontrerez, soit les renards et les lièvres. Aussi, il y en a, on vous avertit, hein. Malheureusement. On n'est pas gâtés. Il y en a à gauche ici. Oh, il y en a un en plein travers à gauche. Là. 2. Là. Je vois plus. Si, il n'y a rien fort.
Avance un peu. Dans un département où la forêt est une forêt de type industriel, Il faut prélever un minimum à cause des problèmes forestiers. alors nous souhaitons avoir un maximum d'animaux, si, mais qu'il faut avance que un peu, ce avance un peu. maximum soit compatible avec une gestion forestière également efficace et productive et rentable. Pas mal, un broqueur. Ah, ils ont filé. Là, là. Là, là, là. Là, 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 là. Bon, c'est bon. Les jeunes femelles, je pense. Ouais, ouais. Elle fait la sieste. Avance doucement. On va le revoir, parce que si c'est enfui, il faut avancer, continuer. Et là, parce que quand ils ont fixé la lumière une fois, généralement, oui, ça enfuit, oui. Il fait briller là. Ils le fixent. Quand on les a dans le faisceau lumineux, les animaux en général s'arrêtent et on peut plus facilement estimer si c'est un jeune, si c'est un adulte, si c'est un mâle, une femelle. Par rapport aux comptages qui sont faits les années précédentes, nous pouvons connaître au moins l'évolution de la population, voir si elle diminue, voir si elle augmente. Et ensuite, lorsque nous connaissons cette population, c'est fixer d'une façon beaucoup plus rationnelle que par le passé l'importance du plan de chasse. Et les chasseurs sont très attachés à la chasse. Le Landais a toujours été passionné de chasse. Nous sommes un département où il y a entre 35 et 36 000 chasseurs. Par rapport à la population, le ratio a été calculé, c'est le plus élevé de France. Je crois qu'il y a une raison historique extrêmement profonde. Nous avons été dans ces pays sous occupation anglaise pendant fort longtemps, puisque la reine d'Angleterre était Aliénor d'Aquitaine, et Aliénor a apporté évidemment tous ses biens à son mari, le roi d'Angleterre. Et pour conserver au royaume d'Angleterre ces régions, on a donné aux habitants des droits, des possibilités de caractère, je n'irai pas jusqu'à dire exorbitant, mais enfin ça y ressemble assez. Est-ce que c'est pour ça que le Landais s'intéresse essentiellement à des chasses qu'on pourrait appeler des chasses traditionnelles aujourd'hui? C'est probablement l'une des raisons, parce qu'à cette époque-là, on ne chassait pas avec les moyens actuels. Le fusil n'existait pas, il n'y avait pas tout ça. Donc on chassait avec d'autres moyens, avec ces fameux engins. Il fallait capturer les oiseaux autrement. On les capturait donc avec des engins, et en particulier la matole, qui est le piège trappe. Et ce sont des chasses, évidemment, qui ont des origines extrêmement lointaines et auxquelles les populations locales sont très attachées. Traditionnellement, dans cette région-ci du sud-ouest, on chassait l'alouette à la matone. Comment ça marche alors ces pièges? Je mets du grain, et quand les alouettes sont posées, elles cherchent bien sûr à manger, elles voient l'orge blanc, elles arrivent, elles accrochent le trébuchet, et voilà. Et l'engin s'appelle une matole. L'engin s'appelle une matone. Celles-là, elles ont pratiquement 100 ans, puisque la personne qui me les a données, c'était dans les années 50, j'avais 17 ou 18 ans, et elle venait de sa famille, alors c'est sûr qu'elles sont très vieilles. Maintenant, bon, les jeunes se désintéressent un peu de ces chasses traditionnelles. Pourquoi? Nous avons beaucoup moins de passages. La monoculture du maïs a changé les cultures traditionnelles, où nous faisions du millet, les alouettes étaient friandes de millet. Vous avez quel type d'exploitation? Oh, ici, c'est un type d'exploitation familiale. Vous voyez, j'exploite 15 hectares de polyculture.
avec un peu de lait, un peu d'asperges, un peu de maïs, quelques céréales et un peu d'élevage de volailles. Des canards pour le foie? Des canards, bien sûr, pour le foie, pour la consommation familiale et pour les amis. Qui est-ce qui s'en occupe des canards? Bah, c'est la basse-cour, c'est le travail de ma femme et de ma mère. Vous les nourrissez combien de fois par jour? Matin et soir. Matin et soir. Ils peuvent pas se nourrir tout seuls? Oh, ils se nourrissent tout seuls avant de les gaver, mais pour les engraisser, il faut les gaver, autrement ils n'engraissent pas assez. Et il n'y a pas de machine pour ça? Si, il y a la gaveuse électrique. Ouais, mais ça marche pas aussi bien. Oh, pour le canard, moi je fais avec ça. Et il y a des précautions spéciales à prendre pour... Je mets un peu de matière grasse, un peu de graisse pour que ça coule facilement. C'est tout. Un peu de sel quelquefois aussi, pour les faire boire, mais ils boivent assez maintenant, il fait chaud encore. Et il faut les engraisser pendant combien de temps? 15 à 20 jours. Les petites exploitations traditionnelles, au moins dans cette région, sont un peu l'exception. On trouvera plus facilement des exploitations de 50 ou 100 hectares de monoculture de maïs que des exploitations de 15 hectares de polyculture. Nous sommes, si vous voulez, les traditionnalistes de l'agriculture. Si on pouvait s'équiper en apport, ça serait une bonne chose. Eh bien, il y en a 3 ou 4. J'espère que d'ici ce soir, quand même, nous en aurons une douzaine. Voilà. Vous les prenez vivantes dedans? Ah oui, je les prends vivantes, oui. Bon, on va les mettre dans la cage des appelants. Les appelants, ce sont les premières alouettes que je prends et que je pose en les sifflant. Ensuite, je me garde 5 ou 6 appelants dans des cages pour les renouveler si éventuellement un épervier ou un chat me les mange. Tu n'en trouves pas, toi, là-bas, dans le coin? Non. Tiens, regarde-moi encore. Oh, les chevreuils, dis donc. Ils me l'ont encore écrasé en y passant dessus. C'est quelque chose, ça. Hein. C'est toutes les nuits 4 ou 5 matoles qui m'écrasent pour venir manger le grain dessous. Ah, dis donc, le chevreuil, c'est pas l'ami de la chasse à la matole. Hein. Je vais effacer les traces parce que ça fait des trous. Il ne reste plus qu'à retendre. Maintenant, c'est les chevreuils qui remplacent les alouettes. Ah, on pourrait presque dire qu'il serait plus facile d'attraper plus de chevreuils que d'alouettes. Mais enfin, on va les siffler parce qu'elles commencent à arriver maintenant. On va se ranger là. Il faut savoir s'adapter aux plaisirs qui peuvent découler de la vie dans la nature et dans la campagne. Si je veux aller au cinéma, je dois aller à Mont-de-Marsan, faire 50 km aller et retour. Si je veux voir un match de rugby intéressant, je dois aussi aller à Mont-de-Marsan ou à Marmande. Alors le dimanche, eh que voulez-vous, je suis content, je siffle mes alouettes ou je prends mon fusil pour chasser le faisan, le lièvre ou la palombe. C'est une autre forme de loisir. Mais on le trouve sur place. Est-ce que vous ne pensez pas que la chasse traditionnelle n'est pas un jeu un peu cruel? Oh, je n'en suis pas du tout persuadé. On nous a dit, on les a définis sous avec tout un tas de termes, ces chasses traditionnelles. Alors moi, je veux bien qu'on ne les appelle pas chasse, à une seule condition. Moi, je parle surtout de la chasse à la palombe, c'est qu'on nous dise que c'est un art. Alors, si on me dit que c'est un art, d'accord. Elle plonge à mort sur la peau. Doucement, elle plonge à mort sur la peau. On tire, on va tirer. Monsieur Guillaume, où sommes-nous ici? Nous sommes dans la forêt domaniale Biscarros, entre le lac et l'océan, sur un couloir de palombes, où les palombes passent là, surtout par beau temps. Il n'y a pas que les palombes, là. Il y a des avions aussi. Il y a des avions aussi, oui. Il y a quelques avions qui nous embêtent pour chasser la palombe, mais enfin, c'est bien obligé de les supporter.
Ça vient, oui. Ah, ça s'est retourné. Et ça, derrière vous, là, elle est près. Le principe de la chasse, c'est d'abord de voir arriver un vol de palombe, et puis après de lancer un à un des pigeons, qu'on appelle des volants. Les palombes sont attirées par ces volants qui tournent autour du pylône. Et quand les palombes viennent, on a des appâts fixes qui, eux, servent à fixer le vol de palombes sur la chasse. Oui, elles repartent, elles repartent. Et là, quand les palombes sont bien fixées, puis qu'elles nous arrivent au-dessus du pylône, on tire au fusil, avec une discipline d'enfer, où il faut respecter l'ordre du chef, et on tire tous à la fois, en même temps. Là. Ces pigeons que vous envoyez, vous arrivez à les récupérer? Pratiquement tous, oui. Comment faites-vous? En les appelant, puis en leur donnant à manger tous les jours. On fait rentrer quelques-uns, là, On les habitue, et pour eux, le pylône, c'est leur pigeonnier. Puis ils reviennent pour manger. Voir les arbres à l'envers, c'est magnifique. Quand on voit les oiseaux qui circulent dans tous les sens, c'est magnifique, on se régale. Les palombes que vous tirez, vous allez les chercher? Bien sûr, on les ramasse. On va les ramasser, soit avec un chien, soit comme ça. Il faut monter, descendre. Parce qu'on invite toujours un chasseur pour ramasser, puis au bout de 10 minutes, il monte avec nous. Il n'est pas bien en bas. Qu'est-ce que vous allez faire là? Je descends dans la mécanique, on va pas leur me poser dessus. Et là, c'est celle qui est sur les balanciers. Oui, toutes ces palombes sont posées sur des papillons comme celui-ci. On appelle ça des papillons. Façon de renverser la palombe. Voilà. Nous tirons sur des ficelles, c'est un système mécanique où un appôt est posé sur une palette qui est renversée. Et étant donné que la palette se renverse, ça déséquilibre un petit peu la palombe pour pas qu'elle tombe et le bas de l'aile. Et le fait qu'elles battent de l'aile, ça attire les autres? Ça leur donne l'impression que c'est déjà une palombe qui se pose. Il faut les nourrir tous les jours? On peut plus arrêter. Ceux qui sont casqués, si c'est des pigeons, on les décasque, ils mangent tout seuls. Si c'est des palombes qui sont casqués, on les garde. On leur donne, nous, à manger avec la bouche. On prend du grain dans la bouche et puis on le renvoie dans le bec. Et pour boire, pareil. Puis
si on les décache, qu'elles deviennent un peu turbulentes, et puis elles sont plus inquiètes par la nature sauvage, quoi. Ce pylône, c'est vous qui l'avez monté? Nous l'avons construit tous les deux avec mon frère, oui. On fait ça à temps perdu, les week-ends. L'été, quand on peut pas, quand on ne travaille pas, puis plutôt qu'aller à la plage, on fait le pylône. Il fait quelle hauteur? Il doit faire 15,50 m. C'est volant, ça sert à quoi? Ça sert à attirer la palombe, c'est plus naturel, la palombe est plus en confiance. Vous en avez combien? 100. 100. Comment vous faites quand vous tirez? Vous risquez d'atteindre vos propres pigeons. Comment vous pouvez les reconnaître? Parce que les volants, ils volent moins haut et ils rentrent au pigeonnier. Et puis c'est une question d'habitude. On sait où sont nos pigeons. Il n'y a jamais d'accident? Très rarement. Il y en a une qui donne encore là. Attention, ça vient derrière. Nous sommes là tous les jours, mais il passe des palombes 7, 8, 10 jours dans 3 semaines. Il y a des jours où on attend la palombe, elle n'arrive pas. Nous sommes là quand même. Et vous n'êtes pas désespéré par moment? Absolument pas. Ça retourne. On attend toujours le grand coup, la grande journée, où elle arrive et où elle n'arrive pas. Il y a des années où on a attendu pendant 3 semaines, elle n'est pas arrivée. On a vu quelques volets de palombes par-ci par-là, mais la grosse journée, on ne l'a pas vue. Vous en prenez combien par an? La chasse dure 20 jours. 20 jours et nous sommes 4 copains, on tue entre 70 et 120 palombes à 4. Si par hasard on venait à interdire les chasses traditionnelles, qu'est-ce qui se passerait dans l'esprit? Écoutez, si on nous prouve d'abord que les espèces sont en voie de disparition et qu'elles vont disparaître, je pense que les chasseurs seront les premiers à accepter des restrictions. Et peut-être même de ne pas chasser une année, je n'en sais rien, mais il faut qu'on leur prouve. Les gens, je ne veux pas parler pour les gens de mon pays, pour les Landais, mais ce sont des gens de bon sens. Ce sont des gens qui voient, eux, ne sont pas comme les citadins, ils vivent au contact de la nature 365 jours par an. Ils la connaissent, ils la pratiquent, et ils voient ce qui se passe, et vous n'allez pas leur faire croire autre chose que ce qu'ils ont vu, ils le voient, eux. Alors que ceux qui veulent nous régenter, nous réglementer, eux ne voient pas et parlent au travers de publications ou au travers de certaines émissions télévisées pour prendre des positions. Alors ça ne peut pas marcher. Nos gens voudront que l'on leur prouve qu'ils ont tort. Mais encore faut-il le faire, et ces preuves, on ne les a jamais apportées. Moi, j'ai débuté dans ce pays il y a donc 46 ans, et on m'a dit, vous savez, des alouettes, dans 4, 5, 10 ans, tout au plus, il n'y en aura plus aucune. Oh, ça se passait il y a 45 ans. Il y en a toujours. Et cette année, on a vu un passage d'alouettes absolument extraordinaire. Sur la mer, bien sûr près de la côte, sur la plage, sur la dune, et sur des kilomètres à l'intérieur, et des volets qui suivaient les volets se suivaient. On a vu un passage d'alouettes absolument extraordinaire cette année. Alors il n'y en a plus d'alouettes. Moi je veux bien. D'où sortent-elles, hein? D'où sortent-elles? C'est pas de la génération spontanée que je sache.
Nous sommes sur la Dour, en zone maritime, 20 km de Bayonne, 80 km des Pyrénées, c'est-à-dire de l'Oron, 50 km de l'Espagne. Et c'est une rivière où on pêche tous les migrateurs, en commençant par le plus beau des migrateurs qui est le saumon, qui remonte pour aller vers les zones de frais, bien sûr, sur les gaves. Et on pêche aussi la truite de mer, la lauze, la lamproie, l'anguille, puis en fin d'année et en début, la civelle. Le filet est entraîné par le courant et tout dépend du courant, il peut même arriver à traverser la rivière. C'est un filet dérivant? Oui, c'est un filet dérivant. Il dérive sur quelle distance? Presque près d'un kilomètre, 7 à 800 mètres. Ça prend combien de temps? Ça peut prendre une demi-heure comme ça peut prendre un quart d'heure, tout dépend du courant. Mais le plus valable, c'est au moment de l'étale de la basse mer ou de l'étale de la haute de la pleine mer. Vous prenez à la fois des poissons d'eau douce et des poissons d'eau de mer? Oui, toutes les espèces qui migrent. Et le poisson arrive a encore une chance de remonter? Oui, de toute façon, le poisson, il peut remonter par-dessous le filet. Ce filet est fait 2 mètres de hauteur. Et actuellement, ici où nous sommes, il y a 5 mètres de profondeur. Ce métier, vous l'avez appris comment? Mon grand-père était pêcheur, mon père était pêcheur. Je suis la 3e génération à vivre de la pêche. C'est quelque chose d'intéressant. On est libre si on veut, mais il faut travailler. Et c'est ça, il n'y a pas de miracle. C'est surtout celui qui travaille qui arrive à s'en sortir. Les pêcheurs sont individualistes? Surtout quand il y a du poisson. Quand il y a du poisson, c'est chacun pour soi, et puis il ne faut pas tout dire. Quand on est à la pêche, c'est comme ailleurs. Il y a certains emplacements qui sont plus favorables que d'autres. Alors il faut avoir l'œil, il faut juger, et puis il faut quelquefois jouer. Et vous jouez comment? Ah ben, il faut jouer, il faut mettre le filet à un certain moment, que le courant pousse ou ne pousse pas, pour essayer de gêner un autre qui soit obligé de sortir et pour nous avoir la bonne place. Voilà, ça c'est une alonde. Les flotteurs qui sont enfoncés, et on peut supposer que le poisson est intéressant parce que le filet tire. Voilà, alors on voit arriver le poisson, on le prend de tête toujours, de tête, et on le fait venir. Voilà. Ça c'est un petit saumon. Voilà, il faut dégager un peu le fil. Et très souvent, le poisson, il a la gueule prise dans le filet. C'est un poisson à dents, c'est un carnassier. Il se noie dans le filet? Oui, très souvent, surtout comme là, il avait du fil dans la gueule. Il avait la gueule maillée, c'est-à-dire ça le provoque à se noyer plus facilement. Je me suis laissé dire que les pêcheurs professionnels prenaient tous les saumons qui remontaient. C'est un peu exact, les pêcheurs professionnels, ils prennent tous les saumons qu'ils peuvent attraper. Mais comme personne ne peut dire combien il y en reste, alors c'est très facile de dire que ce sont les professionnels qui en attrapent beaucoup. Ils attrapent tout ce qu'ils peuvent, c'est sûr, mais ils travaillent périodiquement. Alors ça veut dire qu'ils peuvent en passer autant ou davantage qu'ils en prennent. On va lui faire un prélèvement de sang pour connaître le sexe, et ça servira aux scientifiques pour nous donner d'autres données, quoi. Comme ça, le scientifique pourra nous dire ce que c'était ce poisson, le sexe, et pour connaître l'âge, on va faire un prélèvement d'écailles. C'est par simple curiosité ou c'est pour le métier que vous intéressez? C'est le métier que nous faisons qui nous intéresse. Et on veut connaître les origines du poisson, leur âge et leur sexe, parce que nous travaillons sur la remise en état de notre rivière, sur la gestion de notre rivière. Alors, sur le poisson, on y met une bague. Combien on met de bagues? Il n'y a que 2 années que nous mettons les bagues. Et donc combien par an? L'année dernière, 5000 bagues, entre truite et saumon, pour la zone maritime. Qui se répartissent comment, truite et saumon? Truite et saumon, bon, pour l'année dernière, il devait y avoir 2000 saumons, le reste était truite et saumon. Là, il y a une belle alose aussi, là. Oui, la lose, elle est superbe.
c'est une femelle. Elle aura des œufs, une femelle qui doit peser entre 2 kg et 2,5 kg. Et les œufs qui sont dedans, on faut compter 100 grammes par kilo. C'est-à-dire qu'il doit y avoir plus de 100 grammes d'œufs. Les œufs, très souvent, sont mangés par les enfants. Parce que la Lose, c'est renommée pour sa chair, mais elle a des arêtes. Alors, la viande est réservée aux grandes personnes et les œufs aux enfants. Mais les grandes personnes aussi veulent souvent savourer les œufs. Elle remonte aussi pour frayer. Ah oui, ça remonte normalement vers les frayères de la Dour. Les plus grandes frayères se trouvent du côté de Toulouse. Et des gros problèmes là sur les zones de frais qui sont en train de modifier le lit de la Dour. Et vraiment, ça va détériorer les frayères, la Lose. Bon, alors voilà une lamproie, à peu près, qui pèse à peu près 1 kg. Et comment elle arrive à se prendre dans un filet? Bon, mais normalement, on dit que la lamproie, quand elle arrive sur le filet, elle n'y va pas de tête, mais elle se retourne et elle essaye de passer par la queue. Et on va la sortir normalement de la même façon. Voilà. Voilà la bête. Alors, quelquefois elles se sont sucées entre elles et puis on voit des traces rouges. Bon, celle-là, on dirait qu'elle a été sucée par d'autres lamproies. On la tient pas très facilement. C'est un poisson qui est comme la sangsue, qui s'accroche, qui suce le sang. Ça n'a pas de mâchoire, mais à l'aide de cette ventouse, ça s'adapte sur le poisson. Alors après on trouve les poissons qui ont comme un suçon, un rond avec un trou, et c'est l'ambre. C'est les yeux qu'on voit là? Oui, ici là, là c'est l'œil disons. Il rentre, il sort, et ici ce sont les bronchies, ça sert à respirer. Il y a un trou sur le haut aussi, non? Il y a un trou sur le dessus de la tête. Alors à un certain moment, quand il ressort de l'eau, on voit l'eau qui sort, qui gicle par là. Et ça se mange? Oui, ça se consomme principalement dans la région bordelaise. Ça se cuisine bien sûr avec du bon vin, des poireaux. Et il faut les garder vivantes, car celui qui a besoin de les cuisiner, il doit les saigner par avant pour récupérer le sang pour faire la sauce. Vous les gardez vivantes comment? On les met dans des caisses, on les met dans des endroits un peu à l'abri, un peu à l'ombre. Moi j'ai mon petit dépôt là. Voilà. C'est un vivier que vous remettez dans le fleuve? Oui, je remets ce vivier là dans la rivière. C'est la pêche de la matinée? Oui, elles ont été attrapées ce matin. Et aussitôt qu'on les attrape, on les sort du filet, on les démaille, et ensuite on les met dans ce filet pour se dégager. Parce que bon, ça repartirait dans le filet, puis elles s'y mêleraient. Elle est collée au fond de... Celle-là, elle est bien accrochée. C'est un bon coup de filet? Mais oui, 4 poissons, c'est bien. Si chaque fois c'était de la même façon, ça serait trop bien. Mais ça arrive que quelquefois c'est manquant, c'est nul. C'est un poisson qui est prisé? Prisé, mais oui, il est recherché le poisson. Il y a une période où il se vend cher, et il faut les attraper quand ça se vend cher. Et quand ça se vend cher, vous les vendez combien? 100 francs le kilo. Le fleuve vous manque quand vous n'êtes pas dessus? On n'y est pas dessus, mais tous les jours on y est à côté. On vit continuellement à vélo et on vit en liberté. Certains viennent de la ville pour avoir un mois de vacances, pour essayer de respirer pendant un mois. Bon, nous, pour dire, nous vivons dans la nature, c'est un an sur un an.
Les Landes, c'est pas simplement des pins et des dunes. Ah non, c'est bien sûr, si on va remontant les Landes vers la haute lande, on trouve du sable et on trouve les pins. Mais quand on est sur le bas de la Dour, comme ici nous sommes actuellement, c'est les barthes, les marais, des zones de reproduction pour le gibier, pour le poisson. C'est du côté Landes que l'on trouve encore des barthes qui sont restées incultes, même certaines qui ont été mises en réserve pour la protection du gibier. Allez, viens petit, viens. Vas-y, où tu Viens. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a de si bon dans cette musette? Dans cette musette, il y a du maïs concassé et des granulés. Ces chevaux, vous les nourrissez tous les jours? Il y a 15 jours que nous sommes venus, autrement on est resté un mois et demi sans venir les voir. Et ils vivent en liberté autrement? Ah, et facilement. Ils ne connaissent que ça d'ailleurs. Il ne faut pas les abandonner. Il ne faut pas laisser un poney tout seul dans un pré et de rester 8 jours sans aller le voir, il va devenir dingue, il va essayer de s'échapper. Qu'est-ce qui vous attire chez ces animaux? Ah, c'est la gentillesse, c'est plus chaud. Moi, c'est aimable, c'est attachant. Ce sont de bons, on les aime, qu'on aime. On a le virus, on l'a pas. Hein. Vous verrez tous les amateurs de chevaux ou de poneys vous diront, mais on aime ça ou on l'aime pas. Hein. Ouais. Viens. Victor, viens. Viens petit, viens. Allez. Viens petit. Et pour le pays, vous pensez que c'est quelque chose d'important? Ah oui. Pour l'entretien de l'espace rural, maintenant, puisqu'on parle de laisser les terres en jachère, c'est l'animal de prédilection. Il se tient très... Il résiste, vous voyez. Vous me dites qu'il n'y a pas grand-chose à manger, mais vous voyez dans quel état ils sont. Ils ont le poil d'hiver, bien sûr, mais ils sont en bon état. Ils sont chez eux. C'est le berceau de race, ici. Le berceau de race allait autrefois de Saint-Martin-de-Sénance, où nous sommes, jusqu'à Tartas. Et là, vous aviez... Il ne faut jamais mettre la musette autour du cou. Hein. Je l'aurais mise autour du cou, il pouvait me faire le coup du lapin. Il faut la mettre toujours comme ça. Vous êtes aussi un enfant du pays? Ah oui, je suis né à Saubus. Mon père est né à Saubus. Mon grand-père est né à Saubus. Mon arrière-grand-père est un Béarnais. Cet endroit, il appartient à qui? Ça devait être réservé pour faire l'autoroute. Et alors c'est la Fédération des chasseurs qui a acheté ça pour faire une réserve naturelle. Et je les en félicite. Les chasseurs ont montré eux aussi qu'ils étaient attachés à la conservation de l'espace rural et d'une race qui était un peu en voie de disparition. Allez, tu m'embêtes. Allez, avance, avance. Là, arrête. Là. Tiens. Hein, là. Allez. Ça va? Je le vois
pas, non, il y a trop de brouillard. C'était une pratique ancestrale. Les chasseurs de chevaux chassaient pieds nus, au milieu des sangsues, avec des canardiers à 1,50 m. C'est une patience énorme qu'il faut avoir pour amener un cheval à ne pas avoir de mauvaises réactions sur les coups de fusil. Voilà, elle ne va pas vouloir passer. Allez, allez. Allez, on va aller mettre ses apôts. Allez, là, on va les mettre là, oui. Là. Allez, arrête-toi. Ouais. Ça de bons repos, ça, ouais. Attache-les bien, je sais pas quoi. Mets-les en biais, qu'on ne va pas les piquer. Mets-les dans les trous. Quand j'ai commencé, il y avait encore 2 ou 3 anciens ici dans la Barthe. Et c'est d'ailleurs eux qui m'ont appris à dresser surtout, parce que c'est ça qui est très très important. Et j'ai chassé avec eux et nos activités se sont croisées pendant 2-3 ans. Et disons que quand eux ont commencé à laisser tomber ce mode de chasse, moi j'ai commencé à le pratiquer, quoi. Ils chassent bien le petit? Oui, oh, mais on voit que c'est la chasse moderne qu'il fait, c'est pas la chasse ancienne, traditionnelle, que nous avons connue, les vieux chasseurs de Tercis. D'ailleurs, on chassait avec le poney landais, qui c'était un élevage qu'il y avait dans les Vartes de Tercis, ici. C'était un truc agricole. Ces petits poneys partaient, les produits partaient pour les mines de charbon. Ils se vendaient comme ça. Sitôt que ça a été motorisé, que les mines de charbon ont été motorisées, les poneys landais se sont plus vendus. Et si cette tradition était éteinte? Eh bien, il y aurait beaucoup de choses qui disparaîtraient de la nature, de l'homme, et surtout de notre département où on a quand même une entité régionale. Pas encore. Tiens, regarde. On surveille, on reste sur le bord et on surveille, on attend que quelque chose se pose. Et quand quelque chose se pose, eh bien, on commence à l'approche. Allez, avance. Allez, baisse la tête. Baisse la tête. Avance. Baisse la tête. Allez, broute. Laissez-les venir, baisse la tête. Quelles sont les qualités que vous demandez à une jument? Il ne faut pas quand même qu'elle soit trop nerveuse, il faut qu'elle soit assez tranquille. Ce qui se produit souvent, c'est que d'autres chevaux de la Barthe viennent, intrigués par la position de la jument, viennent se faire courir autour. Et bon, ce qui énerve la jument, s'il n'y a rien autour, souvent ça se passe beaucoup mieux que s'il y a d'autres chevaux qui viennent la mettre. Avance. Avance. Allez, avance. Il y a un dialogue constant avec l'animal. Oui, c'est en permanence. Qu'est-ce que vous lui racontez? D'avancer doucement, de baisser la tête, de s'arrêter, de repartir, de rester tranquille, etc. C'est... Au moment où vous tirez? Ah non, mais je la tiens pour lui faire garder la tête en bas, puisque c'est ce qui était très important, qu'elle garde toujours la tête en bas pour avoir l'impression de brouter. Ouais. Et ensuite, vous appuyez sur le cheval pour tirer? Oui, voilà, on pose le fusil dessus, mais ce qu'il faut aussi, c'est que la jument soit avertie avant de tirer. Il faut bien lui dire, il ne faut pas qu'elle soit surprise, quoi. Baisse la tête, ne bouge pas. Ouais.
plaît. C'est bien. Maintenant, il y a du gibier 3 ou 4 jours dans l'année, donc il faut essayer d'être disponible le jour où le gibier, il peut y en avoir aujourd'hui et pas hier, vice-versa. Et les résultats de cette chasse sont... Ça se limite à souvent 2 ou 3 canards dans l'année ou quelquefois rien. Ça me laisser monter. Allez, 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 lui, allez, allez. Là, là, ne bouge pas. Ne bouge pas. Vous êtes attaché à la jumante? Ah oui, oui, ça énormément. Comme si on voulait vous l'acheter? Ah non, non, celle-là, elle est hors de prix. Ça sert à quoi les coups de bâton que vous donnez? Ça, c'est pour les attirer. C'est pour les faire venir. Plus il y a de tapage, plus elles viennent. Elles viennent parce qu'elles sont attirées, elles sentent qu'il y a quelque chose à manger ou c'est le... Eh non, non, le tapage. Et ça signifie quoi pour elles? Ah oui, les juments, quand ils arrivent, ils font le tapage pour passer à nous. Ils sortent aussitôt pour se coincer. Pour manger. Aujourd'hui, de petites. Et quand ça marche, vous en prenez combien? 2-3 kilos. 2-3 kilos. 3 kilos. Il y a des endroits qui sont meilleurs que d'autres? Ah oui, il y a des endroits. Des endroits où vous choper, le lendemain vous n'en choperez pas aucune, le lendemain vous allez en choper. Ça dépend des jours, ça dépend des vents aussi. Surtout les vents. C'est un métier qui nourrit son homme? Hein? Ça nourrit son homme de faire ça? C'est un métier qui nourrit son homme? Ah oui, mais ça ne dure pas, faute qu'on n'a pas d'eau. Autrement, ça paye. Qu'est-ce que vous allez en faire de toutes ces sangsues? Ils vont partir, oui. Chez les pharmaciens? Non, non, enfin, il y en a un qui les ramasse pour avoir le droit. Là. Ah ouais. C'est la pêche de combien de temps qu'il y a dans le seau là? Oh, 2 jours, là. 2 jours. Mais Il y en a quel poids à peu près? Là, 2,5 kg. Et vous vous soignez de temps en temps avec encore? Oh non, non. Il y en a qui viennent s'en chercher pour les malades des fois, mais pas. C'est rare, c'est rare. Et c'est efficace comme remède? Ah, et si c'était pas efficace, on ne ramasserait pas. Et on s'en sert contre quoi? Oh, là, ils en font dans les laboratoires, ils en font des produits de beauté. Il y a là une petite boule qu'ils ont au bout, là. Ils en font un autre remède. Ils font le collyre pour les yeux. Paraît-il qu'ils font un produit de beauté aussi. Ça arrive sur le visage des dames. Oui. Et autrement, quand on s'en sert directement, on s'en sert contre quoi? C'est des congestions cérébrales comme ça, oui. Et c'est efficace? Des coups de sang, oui, très bien, oui. Oui. Comment on les fixe alors? Et bien avec un verre, un petit verre. Pourquoi vous prenez un verre? Parce que là, tranquille, il va se prendre. Là. Il ne va pas s'échapper ailleurs. Ouais.
Tu vas voir, tiens. Ça fait mal? Non. Non, non. Et elle tombe. Elle tombe quand elle est assez mangée. Et elle prend combien de sang? Oh, ça dépend. Des fois 5 minutes, des fois 10. Ça dépend. Yeah. C'est qu'on est fumé, là, encore en plus. Il y a des gens, alors vous me dites que le docteur leur avait prescrit son sucre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé la persillade. Mon père.